L'industrie de la guerre. Amero-Laksha est avant tout une cité industrielle. Si elles étaient rassemblées en un seul quartier, ses manufactures et ses forges couvriraient une zone bien plus grande que la plupart des autres cités franches. Ces installations comprennent des poudrières ou la valchémite volatile et raffinée pour fabriquer ensuite des munitions. On compte aussi des lignes d'assemblage de tanks à vapeur, des armureries, des fonderies de canons et des manufactures d'anthracite. C'est le domaine de l'arsenal sous de fer. Les fabricants d'armes du dieu roi sont fiers, et à juste titre, du volume de leur production de machines de guerre, parmi lesquelles des canons feu d'enfer, des lance-roquettes et d'autres inventions qui sortent quotidiennement des lignes des usines d'Amero-Laksha. Cette activité industrielle dégage un épais nuage de vapeur jaune qui couvre les pans entiers de la ville. Bien évidemment, cette industrie a donné naissance à un commerce florissant non seulement par voie aérienne, via les grandes failles comme celles d'Ardramar et de Galice, mais aussi le long du fleuve Aksha qui coule vers l'ouest et qui a donné son nom à la ville. Les machines et les armes améraldiennes sont très demandées dans les cités franches, tandis qu'Amerol est toujours en demande de produits de luxe exotiques. Les Duardins ont toujours eu un rôle essentiel dans la politique d'Amero-Laksha, car ils gèrent la plus grande partie de ses infrastructures et de son industrie. Des maçons dépossédés ont monopolisé l'industrie minière qui prospère dans les cavernes sous les rues de la ville, et dans les collines aux veines de pierres précieuses du quartier Crystallarium. De plus, de grandes failles balafrent le sol d'Amero-Laksha et leurs flancs accueillent des entrées de mines qui descendent dans les entrailles de la terre, où des machines d'excavation duardines extraient de vastes quantités d'anthracite et de valchémite. L'essentiel de ces matières premières est acheminé au dock Akshai, à l'ouest de la ville, sur les berges du fleuve Akshai, dont les eaux ont été jaunies par le soufre et les résidus industriels. C'est un endroit en perpétuelle effervescence qui résonne des cris des marchands, des marins et des dockers. La croissance d'Amero-Laksha n'est pas forcément un atout. La populace qui s'entasse dans Amerol provoque une évolution rapide des quartiers qui peuvent devenir subitement des nœuds de commerce importants avant de tomber en désuétude en quelques années à peine. Situé à proximité de l'immense faille Hadramar, le quartier de Frésil-Tombant était autrefois un centre du pouvoir mercantile. Toutefois, au fur et à mesure que les mécaphores se sont éloignés, les artères commerciales ont changé et les marchands sont allés s'installer ailleurs. Aujourd'hui, Frésil-Tombant n'est plus que l'ombre de sa gloire passée et abrite une population de coupe-jarrets et de contrebandiers. Les quartiers étincelants. La zone autour de la faille orageuse est appelée la Vieille Ville. C'est là que se trouvent les familles nobles, dans des manoirs dorés et des châteaux de style azérite avec des piliers en marbre sculptés et des arches décorées d'images de saints et de planètes. Sur un promontoire, face à la porte de royaume, s'élève la grande cathédrale de Sigmar, qui est tout autant une forteresse qu'un lieu de culte et le centre de la foi sigmarite à Akshi. Au pied de la cathédrale s'étend le havre azérite, le quartier le plus riche d'Amero-Laksha, où résident les maîtres et les hommes politiques de la ville.
La majorité d'entre eux sont des descendants des maisons nobles Aziraïm. Sur les 122 sièges du Grand Conclave, plus de la moitié sont occupés par la noblesse azyrite. Ceci dit, il y a plusieurs célèbres dynasties d'Akshi qui vivent dans la vieille ville et qui ont accumulé leur fortune lors de la fondation de la cité afin de se faire une place sur la scène politique. Les plus connues et les plus grandes sont les maisons Taladin, Vanx et Nafir. Plusieurs fois, au cours de l'histoire de la ville, un Akshian d'une de ces familles a assumé le rôle de maître patriarche ou matriarche. La maison Taladin est louée pour son excellence militaire. Son manoir, familial est ceint du crâne d'un serpent frappeur géant oxy par la dame guerrière Abrena Taladin, il y a des siècles. Au cœur de la ville, chaque structure est arrangée avec une précision géométrique. C'est l'œuvre du légendaire Valius Maliti, le plus grand architecte de Sigmar. Maliti désirait créer une nouvelle Aziraïm, une ville qui resterait parfaitement ordonnée et entretenue alors même qu'elle s'étendrait sous l'afflux de mortels des reconquis et de colons du royaume des cieux. On retrouve l'écho de ce concept dans les zones irriguées avec minutie qui complète les cargaisons de denrées originaires de Giran et dans les amphithéâtres et les avenues impeccables de la Chaussée d'Or. Malheureusement, les nobles intentions des créateurs d'Amerolaksha ne perdurèrent que quelques décennies. Il fallut parer au plus pressé, et par-delà les limites de la vieille ville, les maisons de maître et les manoirs familiaux cèdent la place à des rues sinueuses, aux façades délabrées souvent, aménagées en dépit du bon sens. Du ciel, cela donne une mer de toits branlants, aux tuiles cuites par le soleil. C'est dans ces taudis que vit l'immense majorité des habitants d'Amerolaksha. La vie dans les quartiers pauvres. Pour la plupart des habitants d'Amerolaksha, la vie est un dur labeur effectué dans une brume industrielle permanente, créée par la suie et le salpêtre. La majorité des gens travaillent dans les innombrables forges et manufactures d'armes, confectionnant des munitions avec du plomb et de la valchémite, forgeant des épées, des armures et fabriquant toutes sortes d'équipements militaires. C'est une tâche difficile et souvent dangereuse. Pourtant, la demande de tels produits ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi les emplois ne manquent pas, malgré la population qui s'entasse dans la ville. Au-delà du cœur scintillant d'Amerolaksha s'étire un dédale de venelles crasseuses. Ce sont les bas-fonds, lieux de vie des indigents et des migrants qui arrivent des terres sauvages. Ces quartiers forment un immense bidonville de granit et de basalte. Les seigneurs de la ville ont vite compris qu'il n'était pas prudent d'autoriser des constructions en bois à cause des incendies qui peuvent se déclencher à la moindre étincelle. Il n'y eut que peu de survivants du dernier grand incendie qui ravagea les bas-fonds. Mais les histoires abondent sur le nombre de morts qu'il y eut ce jour-là, tandis que les djinns de feu dévoraient les quartiers entiers. Par-delà les bas-fonds se trouve l'enceinte fortifiée d'Amerolaksha, appelée la palissade ardente. C'est une solide muraille, garnie de pieux en chaînes de feu, ensorcelée par des sorciers flamboyants, afin de brûler éternellement. Le périmètre est protégé par des mécaphores hérissés de coulevrines et de canons de feu d'enfer. Ces défenses sont mobiles et peuvent progresser sur des rails installés au fur et à mesure par les Duardins pour étendre les limites de la ville. Un tel événement reste toutefois rare, si bien qu'un bidonville a le temps de s'installer au pied des murailles.
On l'appelle le mur de taudis, et il accueille la plèbe la plus pauvre, car lorsque la cité est attaquée, c'est toujours elle qui subit en premier les foudres de l'assaillant. La cité flamboyante. Amero-Laksha s'est développé de façon exponentielle au fil des années, depuis sa fondation avec de nouveaux quartiers et de nouvelles enclaves apparaissant chaque saison. On retrouve à l'intérieur des murailles de la ville toutes les facettes des modes de vie mortels. Le centre de la faille orageuse, la zone entourant la porte de la faille orageuse est la mieux défendue d'Amero-Laksha. C'est une île entourée de coulées de magma et protégée par des fortifications duardines complexes et ingénieuses. Le quartier du Crystallarium. Les collines abruptes du Crystallarium sont constellées d'excroissances de cristal rouge. Ceux-ci contiennent de l'actracite active, une pierre de royaume instable qui permet d'alimenter en énergie les infrastructures de l'industrie de la ville. Le quartier de Frésil-Tombant. Frésil-Tombant était jadis un quartier commerçant prospère, mais au fil de l'expansion de la ville, les marchands déménagèrent. C'est désormais un repère de vice et de violence où ne règne aucune loi. Le quartier industriel, bruyant, sale et en constante effervescence, ce quartier est aussi vaste que bien des cités franches. Il est couvert en permanence d'une brume jaunâtre et huileuse. C'est un domaine où règnent sans partage les maîtres de l'arsenal sous de fer. La préfecture du Bastion Vert. Ce bois verdoyant a été confié aux soins des elfes errants, en remerciement pour leur service rendu à la ville. Toutefois, l'expansion urbaine et le développement industriel rognent peu à peu la forêt. Les bas-fonds. Ici. C'est de là. C'est là que viennent les habitants les plus modestes. On trouve dans ces quartiers toutes sortes de commerçants et d'artisans essentiels à la vie urbaine. Bouchers, tanneurs, boulangers, cordonniers. Le mont Corne d'Orage. Cette éminence rocheuse serait, dit-on, la corne d'un dieu animal. Ceux qui vivent près de ce pic le font à leurs risques et périls, car il attire la foudre quand Sigmar est en colère. Le quartier du pyromancien. C'est là que vivent les sorciers flamboyants de la collégiale des arcanes, et que se trouvent les étranges fourneaux pour raffiner l'actracite. Ces structures énormes dégagent tant de chaleur que les habitants des immeubles qui leur font face font rapidement sécher leur linge en l'étendant aux fenêtres. Les armées d'Amero-Laksha. L'héritage militaire d'Amero-Laksha est inégalé au sein des autres cités franches. Les armées ont combattu à l'avant-garde des croisades depuis l'aube de l'âge de Sigmar, et se sont distinguées par la bravoure, la ténacité et la férocité naturelle de leurs soldats. Les cœurs ardents. Aqshy est un royaume qui enfante des hommes au tempérament de feu, et il n'est pas rare qu'Amero-Laksha connaisse des émeutes et des flambées de violence imprévisibles. Ces événements commencent souvent par des luttes entre bandes rivales, contrebandiers ou guildes de mineurs qui finissent par dégénérer. L'histoire d'Amero a retenu que les célèbres émeutes des cantonniers, qui provoquèrent la mort de 300 miliciens et 6 fois plus de civils, commencèrent par un différend entre deux bandes rivales de ramoneurs à propos d'un seau à écouvillon volé. Malgré tout, les Améraliens sont fiers de leur réputation de peuple ombrageux.
bien que de nombreuses autres cités franches les considèrent souvent comme des vauriens excessivement bravaches. Ils ont mis 3 pistolets sur ta tête, mon gars. Avant le crépuscule, tu te balanceras du pont du Corbeau avec une corde au cou. Heureusement pour toi, les lions recrutent et on cherche des bons à rien comme toi qui savent se servir d'une lame. Alors, tu décides quoi? La mort ou une mort glorieuse? Citation du recruteur de la presse Josse Lacrabe. 198e régiment de la Guilde franche des Lions d'Or. Les tirs au flanc. Endurcis par leur vie difficile et par l'agressivité naturelle des peuples d'Akshi, les natifs d'Amuralaksha font d'excellents soldats, notamment en attaque. Tous les Amuraliens sont fiers de l'histoire militaire de leur cité, et il est rare qu'une famille, noble ou pas, n'ait pas eu au moins un fils ayant fait une carrière militaire. Les gamins des rues aussi bien que les enfants au sang bleu rêvent de porter un jour la cuirasse étincelante d'une tunique dorée, comme on nomme les soldats de la cité flamboyante. Les humains constituent la plus grande partie des troupes de la ville. Cependant, il y a aussi de nombreux elfes, duardins et membres d'autres races qui vivent dans la cité flamboyante. Des guerriers liges dépossédés, des éclaireurs de la caste des errants et même des combattants énigmatiques des cercles ténébreux possèdent des régiments sous les ordres de généraux d'Amuralaksha. Les rois gardiens du Hardin et leur peuple sont particulièrement utiles à la ville à la fois pour leur efficacité au combat et pour leur talent d'ingénieurs au sein de l'arsenal sous de fer. Un détachement de possédés, secondé par des troupes d'Amuralaksha, peut ériger une redoute, voire un fortin en quelques heures à peine. Les régiments d'Amuralaksha marchent fièrement, arborant leurs cuirasses dorées et leurs étendards flottants au vent. Les soldats des autres cités franches les considèrent souvent comme des soudards, avides de gloire. Néanmoins, seul un imbécile mettrait en doute leur efficacité. Ce furent des joueurs d'épée des guildes franches de la cité flamboyante qui se précipitèrent dans la brèche de Catus Nex, mettant fin au règne de terreur séculaire du dieu du chaos surnommé Capuche Rouge. Ce furent les lanciers mélariens qui contrechargèrent les seigneurs staliarques au champ de crocs, le repoussant contre les lances de leurs propres infanteries mortèques. L'histoire militaire de la ville est une succession de victoires héroïques. En partie aussi parce que les chroniqueurs ont tendance à minimiser l'ampleur des défaites, voire à railler les annales les plus infâmes d'entre elles. Les armées d'Amerol se distinguent par l'excellente qualité de leur équipement et par leur volonté de se battre jusqu'au bout, même lorsque les circonstances sont des plus désespérées. Il existe d'innombrables histoires de régiments de la cité flamboyante qui reflètent plutôt mourir que de capituler. Les guildes franches d'Amuralaksha sont extrêmement attachées à leur étendard, des étoffes de tissu solaire de Ish souvent fixées sur les reliques de saints de Sigmar. On dit qu'un grand nombre de ces bannières sont des icônes amenées à Azir par les tribus qui fuirent leurs terres lorsque l'âge du chaos commença. Elles ont été les témoins de la chute des civilisations et des heures les plus sombres de l'histoire des royaumes mortels. C'est pourquoi leurs porteurs considèrent comme une juste revanche sur le passé de les brandir lors des batailles du dieu roi. Les guildes franches d'Amuralaksha. Il existe 17 guildes franches majeures à Amuralaksha, chacune disposant au bas mot d'une centaine de régiments. Elles comprennent la célèbre infanterie légère des Lions d'Or, les audacieux lanciers des Fils de la Comète et les artilleurs aguerris des Taureaux de plomb.
Les officiers d'Ameraules, qui ont presque systématiquement d'origine azyrite, sont formés par l'Academae Martiale, c'est-à-dire la plus prestigieuse académie militaire des royaumes mortels. Lions d'or, les héros. Les Lions d'or sont la plus grande guilde franche d'Ameraules et comptent essentiellement des régiments d'infanterie, de ligne et de cavalerie. Leurs jeunes recrues et leurs vétérans mutilés assurent le guet avec l'aide des soldats retirés ponctuellement du front. Les taureaux de plomb, les crache-boulets. Cette guilde rassemble de nombreux trains d'artillerie. Elle est responsable des mécaphores autour de la ville ainsi que des défenses conçues par l'arsenal sous de fer. Soliphiles, les centaures. Les forces d'exploration, constituées d'un grand nombre de cavaliers et d'éclaireurs montés, sont souvent rassemblées à partir de régiments des soliphiles. Les fils de la comète, les sangs bleus. Cette guilde franche est célèbre pour sa cavalerie d'élite, dont de nombreux lanciers amélariens. C'est une formation qui rassemble principalement des fils de la noblesse, dont la lignée remonte jusqu'à Aziraim. Eldenhain, les Skalds. Les Eldenhain ont des liens étroits avec les dévots de Sigmar. Ils sont animés d'une foi inébranlable et ont pour tâche de protéger les processions de pèlerins et de flagellants qui s'aventurent hors de la ville. Cœurs vaillants, les cherche-gloire. On dit que les cœurs vaillants rassemblent les meilleurs régiments de l'infanterie lourde. C'est un grand honneur que d'intégrer leurs joueurs d'épée, qui sont aussi talentueux qu'ostentatoires. Garde vendusienne. La lignée ancestrale. La garde vendusienne fournit des gardes d'honneur aux nobles d'Amerolaksha et aux autres dignitaires. Elle n'est pas nombreuse car elle ne sélectionne que les meilleurs candidats et les vétérans des autres guildes.